Le château de Montclair se dressait majestueusement dans la campagne française, ses tours gothiques perçant le ciel gris de novembre. Alexandre Dubois, l'un des hommes les plus riches de France, arpentait les couloirs de marbre de sa demeure ancestrale, son regard sombre reflétant une inquiétude grandissante. À 45 ans, cet homme d'affaires impitoyable avait bâti un empire financier qui s'étendait à travers l'Europe, mais aujourd'hui, seule une chose comptait, retrouver son fils de 8 ans, Étienne, qui avait mystérieusement disparu de sa chambre. La pluie battait violemment contre les fenêtres à meneaux du château, créant une symphonie lugubre qui résonnait dans les vastes halls. Alexandre avait fouillé chaque recoin de la propriété de 300 hectares, mobilisant tous ses employés dans cette recherche désespérée. Les domestiques couraient dans tous les sens, leurs pas précipités résonnant sur les dalles froides, tandis que les jardiniers scrutaient les moindres bosquets du parc avec des lampes torches. L'angoisse se lisait sur tous les visages, car le petit Étienne était aimé de tous au château. C'est alors qu'Alexandre se dirigea vers l'aile ouest du château, là où se trouvaient les quartiers des domestiques. Une intuition inexplicable le poussait vers cette zone qu'il fréquentait rarement, préférant laisser la gestion du personnel à sa gouvernante en chef. Ses pas résonnaient dans le couloir étroit, si différent des somptueux appartements familiaux. Soudain, il remarqua que la porte de la chambre de Marguerite Lemoine, la nouvelle femme de ménage, était entr'ouverte. Une faible lueur filtrait de l'intérieur, et un silence troublant régnait dans cette partie du château, habituellement animée. Si vous appréciez cette histoire captivante, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires passionnantes. Que pensez-vous de ce début mystérieux? Laissez-nous votre avis en commentaire. Alexandre poussa délicatement la porte et ce qu'il découvrit le figea sur place. Marguerite, une femme de 32 ans aux cheveux châtains, gisait inconsciente sur le sol de sa modeste chambre. Ses vêtements étaient froissés et une étrange pâleur teintait son visage habituellement rayonnant. Mais ce qui bouleversa vraiment Alexandre, ce fut la découverte qui allait changer sa vie à jamais. Blotti contre la femme de ménage, son fils Étienne dormait paisiblement, ses petits bras serrés autour de la taille de Marguerite, comme s'il cherchait à la protéger. Le cœur d'Alexandre se serra. Cette scène touchante révélait une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Depuis la mort de sa femme Isabelle 3 ans auparavant, il s'était entièrement consacré à ses affaires, négligeant inconsciemment les besoins affectifs de son fils. Étienne, dans sa quête d'amour maternel, avait trouvé réconfort auprès de cette femme de ménage qui, visiblement, l'avait accueilli avec la tendresse qu'il cherchait désespérément. Alexandre s'agenouilla près d'eux, ses mains tremblantes. Il réalisa que Marguerite respirait, mais son pouls était faible et irrégulier. Avec une délicatesse infinie, il souleva son fils qui se réveilla doucement, ses grands yeux bleus emplis de larmes. « Papa, Marguerite est tombée, elle ne se réveille plus », murmura l'enfant d'une voix brisée. « Elle m'a dit qu'elle m'aimait comme son propre fils, et puis elle s'est écroulée. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Alexandre comme une lame acérée. Il comprit instantanément que cette femme simple qu'il connaissait à peine avait comblé un vide immense dans la vie de son fils. Marguerite n'était pas seulement une employée, elle était devenue une figure maternelle pour Étienne, lui offrant l'amour et l'attention qu'Alexandre, dans son obsession du travail, avait échoué à lui donner. Sans perdre une seconde, Alexandre prit Marguerite dans ses bras. Elle pesait si peu, cette femme fragile qui avait su toucher l'âme de son fils. Il la porta jusqu'à la somptueuse suite d'invités du château, Étienne trottinant à ses côtés, refusant de la quitter des yeux. « Appelle immédiatement le docteur Moreau », ordonna-t-il à son majordome Henri, qui accourut dès qu'il entendit le maître de maison. « Et fais venir l'ambulance, vite !» Tandis qu'ils attendirent les secours, Alexandre observa le visage serein de Marguerite. Malgré son état préoccupant, elle dégageait une paix profonde, une bonté naturelle qui transparaissait même dans l'inconscience. Il se demanda comment il avait pu passer à côté de cette évidence. Son fils avait besoin d'amour, pas seulement de richesse matérielle. Étienne s'assit près du lit, tenant la main de Marguerite entre ses petites mains. « Papa, pourquoi Marguerite est-elle si pâle? Elle va guérir, n'est-ce pas ?» La voix de l'enfant tremblait d'inquiétude, révélant la profondeur de son attachement. Alexandre sentit une boule se former dans sa gorge. Comment avait-il pu être si aveugle aux besoins émotionnels de son propre fils? Le docteur Moreau arriva une demi-heure plus tard, accompagné d'une équipe médicale. Cet homme de 60 ans, médecin de famille des Dubois depuis des décennies, examina attentivement Marguerite. Son front se plissa de concentration,
tandis qu'il prenait sa tension, écoutait son cœur et vérifiait ses réflexes. « Monsieur Dubois, cette jeune femme souffre d'épuisement extrême et de malnutrition sévère, déclara-t-il gravement. Son corps a atteint ses limites. Elle a probablement travaillé sans relâche, négligeant sa propre santé. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de massue. Il réalisa avec horreur qu'il ne connaissait rien de la vie de ses employés, de leurs difficultés, de leurs sacrifices. Marguerite avait probablement accepté ce travail par nécessité, peut-être pour subvenir aux besoins de sa famille, et elle s'était épuisée à la tâche. Le sentiment de culpabilité l'envahit comme une vague déferlante. « Docteur, va-t-elle s'en sortir ?» demanda Alexandre, sa voix trahissant une inquiétude qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Le médecin ajusta ses lunettes, pesant ses mots avec soin. Avec du repos, une alimentation adaptée et des soins appropriés, elle devrait se rétablir, mais il lui faudra plusieurs semaines, voire des mois. Son état révèle des mois, peut-être des années de privation. Étienne éclata en sanglots, serrant plus fort la main de Marguerite. « Je veux qu'elle reste ici, papa. Elle ne peut pas partir. Elle est comme une maman pour moi. » Les larmes de son fils brisèrent définitivement les dernières défenses d'Alexandre. Il comprit que cette femme de ménage était devenue bien plus qu'une employée. Elle était la personne qui avait su redonner le sourire à son fils orphelin de mère. Alexandre prit une décision qui allait bouleverser leur existence. « Marguerite restera ici, dans cette chambre, jusqu'à son rétablissement complet, » déclara-t-il fermement. « Je veux qu'elle ait les meilleurs soins possibles, et quand elle ira mieux, nous discuterons de son avenir dans cette maison. » Henri, le majordome, acquiesça respectueusement, bien qu'une lueur de surprise traversât son regard habituellement impassible. Les jours qui suivirent révélèrent à Alexandre une facette de son château qu'il ignorait totalement. En passant du temps auprès de Marguerite inconsciente et de son fils inquiet, il découvrit les conditions de vie spartiates des domestiques. Les chambres étaient minuscules, mal chauffées, et les repas frugaux. Il réalisa avec amertume que pendant qu'il vivait dans un luxe inouï, ses employés survivaient dans des conditions précaires. Marguerite reprit conscience le 4e jour, ses yeux verts s'ouvrant lentement sur le plafond orné de la suite d'invités. Sa première vision fut celle d'Étienne endormi sur une chaise près de son lit, la main posée sur la sienne. Une larme roula sur sa joue amaigrie. « Étienne, mon petit ange », murmura-t-elle d'une voix faible. L'enfant se réveilla immédiatement, son visage s'illuminant d'un bonheur pur. « Marguerite, tu es réveillée !»« Papa, papa, elle va mieux !» cria Étienne en courant chercher son père. Alexandre arriva en quelques secondes, son cœur battant la chamade. Voir Marguerite consciente lui procura un soulagement immense qu'il ne s'expliquait pas entièrement. « Comment vous sentez-vous, Marguerite ?» demanda-t-il avec une douceur inhabituelle chez cet homme d'ordinaire si autoritaire. Marguerite tenta de se redresser, mais la faiblesse l'en empêcha. « Monsieur Dubois, je suis désolé, j'ai dû vous causer des ennuis. Étienne, balbutia-t-elle, visiblement embarrassée de se trouver dans cette luxueuse chambre. Alexandre l'arrêta d'un geste. « Ne vous excusez pas, c'est moi qui vous dois des excuses. Je n'avais pas réalisé dans quelles conditions vous viviez, ni à quel point vous étiez importante pour mon fils. » Les yeux de Marguerite se remplirent de larmes. « Étienne est un enfant merveilleux, monsieur. Il a juste besoin d'amour, d'attention. Depuis que sa maman est partie au ciel, il cherche quelqu'un qui s'occupe de lui avec tendresse. » Sa voix se brisa en prononçant ces mots, révélant la profondeur de son affection pour l'enfant. Alexandre sentit sa gorge se serrer. Cette femme simple avait su voir ce que lui, dans son aveuglement, avait ignoré. « Marguerite, j'aimerais que vous restiez ici, dans cette chambre, le temps de votre rétablissement. Ensuite, nous parlerons de votre place dans cette maison. Étienne a besoin de vous et je commence à réaliser que moi aussi. » Ces derniers mots surprirent Alexandre lui-même. Il ne s'était pas rendu compte que Marguerite avait aussi touché quelque chose en lui, réveillant une humanité qu'il avait mise de côté depuis la mort de sa femme. Cette découverte le troublait profondément. Au fil des semaines qui suivirent, Alexandre passa de plus en plus de temps dans l'aile ouest du château. Il venait s'enquérir de la santé de Marguerite, mais aussi pour observer l'interaction entre elle et son fils. Étienne était transformé en sa présence. Il riait, racontait ses journées, partageait ses rêves et ses peurs. Marguerite l'écoutait avec une patience infinie, lui prodiguant l'amour maternel dont il était privé depuis si longtemps. Peu à peu, Alexandre découvrit l'histoire de Marguerite. Orpheline depuis l'adolescence,
Elle avait été élevée par sa grand-mère dans un petit village de Provence. Après la mort de cette dernière, elle s'était retrouvée seule au monde, sans famille, sans ressources. Elle avait enchaîné les emplois précaires pour survivre, économisant chaque centime, dans l'espoir de reprendre ses études et devenir institutrice, son rêve d'enfance. « J'ai toujours aimé les enfants », lui confia-t-elle un soir, tandis qu'Étienne dormait paisiblement sur une chaise près de son lit. « Je n'ai jamais eu la chance d'en avoir, mais j'espérais un jour pouvoir les aider, leur enseigner. Quand j'ai rencontré Étienne, j'ai vu un petit garçon si triste, si seul malgré toute cette richesse qui l'entoure. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir lui donner un peu de l'amour que j'avais à offrir. » Alexandre était profondément ému par cette révélation. Cette femme, qui n'avait rien, avait su donner ce qu'il y avait de plus précieux, l'amour inconditionnel. « Marguerite, accepteriez-vous de devenir la gouvernante d'Étienne? Officiellement, je veux dire. Avec un salaire décent, un logement approprié et la liberté d'éduquer mon fils comme vous l'entendez. » Le visage de Marguerite s'illumina d'une joie pure. « Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente pour moi. Étienne est déjà comme mon propre fils. L'aimer et l'éduquer serait le plus beau des cadeaux. » Alexandre sourit, sentant qu'une nouvelle page de leur vie commune s'ouvrait. Mais cette décision allait déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir, car dans l'ombre du château, d'autres personnes observaient cette relation naissante avec un intérêt qui n'avait rien de bienveillant. L'arrivée de Marguerite dans la famille Dubois allait révéler des secrets enfouis depuis des années, des jalousies sournoises et des machinations qui menaçaient de détruire cette fragile reconstruction familiale. Géraldine Moreau, la gouvernante en chef du château depuis 20 ans, voyait d'un très mauvais œil cette promotion soudaine d'une simple femme de ménage. Femme de 55 ans, au caractère bien trempé, elle avait toujours dirigé la domesticité d'une main de fer et ne supportait pas qu'on remette en question son autorité. L'idée qu'une nouvelle venue puisse accéder directement aux appartements familiaux la révoltait. « Monsieur Dubois fait une grave erreur », confia-t-elle à Henri le majordome dans l'office des domestiques. « Cette Marguerite va lui tourner la tête, et qui sait quelles sont ses véritables intentions? Une femme seule, sans famille, qui s'insinue auprès d'un homme riche et de son fils. C'est un scénario classique. » Henri, homme discret et loyal, préféra garder ses opinions pour lui, mais l'inquiétude de Géraldine trouvait un écho chez plusieurs autres employés. Pendant ce temps, Alexandre s'attachait de plus en plus à Marguerite. Il admirait sa façon naturelle de s'occuper d'Étienne, sa patience infinie, sa capacité à transformer les moments les plus simples en instants de bonheur. Sous son influence bienveillante, son fils s'épanouissait jour après jour. Ses notes s'amélioraient, il retrouvait l'appétit et surtout, il souriait à nouveau. Un mois après sa convalescence, Marguerite était complètement rétablie. Alexandre lui fit aménager une magnifique suite dans l'aile principale du château, près des appartements d'Étienne. La jeune femme était bouleversée par tant de générosité. « Monsieur Dubois, je ne mérite pas tout cela », protesta-t-elle en découvrant sa nouvelle chambre spacieuse et élégamment meublée. « Vous méritez bien plus », répondit Alexandre avec une sincérité qui le surprit lui-même. Cette proximité nouvelle permit à Alexandre de découvrir d'autres facettes de la personnalité de Marguerite. Le soir, quand Étienne était couché, ils prirent l'habitude de se retrouver dans la bibliothèque pour discuter. Marguerite était une femme cultivée, ayant beaucoup lu malgré ses difficultés financières. Ses opinions étaient réfléchies, ses analyses pertinentes, et Alexandre se surprit à attendre ces moments avec impatience. « Vous savez, Marguerite, je n'avais pas eu de vraie conversation depuis la mort d'Isabelle, » lui avoua-t-il un soir devant la cheminée crépitante. « Mes associés ne parlent que business, mes relations mondaines ne sont que superficielles. Avec vous, j'ai l'impression de redécouvrir le plaisir de l'échange, de la complicité intellectuelle. » Marguerite rougit légèrement. « Monsieur Dubois, vous m'honorez de votre confiance. Moi qui n'ai pas eu la chance de faire d'études poussées, je suis flatté que vous trouviez un intérêt à nos discussions. » Cette modestie touchait profondément Alexandre. Marguerite ne cherchait jamais à se mettre en avant, à profiter de sa position nouvelle. Elle restait humble, reconnaissante, entièrement dévouée au bien-être d'Étienne. Cette authenticité tranchait avec l'hypocrisie du monde dans lequel évoluait habituellement Alexandre. Mais leur relation naissante n'échappait pas aux regards indiscrets. Géraldine alimentait les ragots parmi le personnel, insinuant que Marguerite cherchait à séduire le maître de maison. « Regardez comme elle s'habille maintenant », murmurait-elle aux autres domestiques. « Ses robes élégantes, ses bijoux discrets. Elle joue la modeste,
Mais elle a des visées sur Monsieur Dubois, c'est évident. Ces rumeurs commencèrent à empoisonner l'atmosphère du château. Certains employés, influencés par Géraldine, regardèrent Marguerite avec suspicion. D'autres, en revanche, appréciaient sa gentillesse naturelle et sa simplicité. Le personnel se divisait en deux camps, créant des tensions que Marguerite ressentait douloureusement. Un soir, alors qu'elle aidait Étienne à faire ses devoirs, l'enfant lui posa une question qui la bouleversa. « Marguerite, pourquoi certaines personnes du château sont méchantes avec toi? J'ai entendu Géraldine dire des choses pas gentilles. » Marguerite sentit son cœur se serrer. Elle ne voulait pas que l'enfant soit témoin de ces mesquineries d'adulte. « Mon petit Étienne, parfois les grandes personnes sont jalouses quand d'autres reçoivent de bonnes choses. Mais ce qui compte, c'est l'amour que nous avons l'un pour l'autre, et celui de ton papa pour nous deux. » Cette explication rassura l'enfant, mais Marguerite se demandait combien de temps cette situation pourrait durer. Alexandre, absorbé par ses affaires, ne percevait pas encore ces tensions. Il passait ses journées à son bureau parisien et ne rentrait au château que le soir. Il trouvait toujours Marguerite et Étienne ensemble, heureux, et cela lui suffisait. Mais cette bulle de bonheur allait bientôt éclater de façon spectaculaire. Un matin de décembre, Alexandre reçut un appel téléphonique qui allait tout changer. C'était Maître Fontaine, le notaire de la famille Dubois. « Monsieur Alexandre, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Nous avons retrouvé un testament de votre épouse Isabelle, antérieur à celui que nous connaissions. Ce document révèle l'existence d'une clause particulière concernant l'héritage d'Étienne. » Alexandre sentit son sang se glacer. « Quelle clause, Maître Fontaine ?» Le notaire tout sauta, visiblement embarrassé. « Selon ce testament, si vous veniez à vous remarier avant les 18 ans d'Étienne, la moitié de votre fortune reviendrait automatiquement à des œuvres de charité désignées par feu votre épouse. Cette clause était une forme de protection pour s'assurer que votre fils reste votre priorité absolue. » Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de tonnerre. Isabelle, dans sa sagesse, avait voulu s'assurer qu'aucune autre femme ne puisse détourner l'attention de son mari au détriment de leur fils. Mais aujourd'hui, cette clause prenait une résonance particulière, car Alexandre commençait à éprouver des sentiments de plus en plus profonds pour Marguerite. « Y a-t-il d'autres clauses importantes, maître ?» demanda Alexandre, la voix tremblante. « Oui, une autre qui stipule que si une femme s'occupant d'Étienne venait à exercer une influence jugée néfaste sur l'enfant, elle devrait être écartée immédiatement, sous peine de conséquences juridiques graves pour vous. » Alexandre raccrocha, bouleversé. Ces révélations remettaient tout en question. Comment Isabelle avait-elle pu prévoir une situation si précise? Et surtout, comment interpréter l'influence de Marguerite sur Étienne? Était-elle bénéfique ou représentait-elle une menace selon les critères définis par sa défunte épouse? Cette nuit-là, Alexandre ne put trouver le sommeil. Il arpentait sa chambre, tiraillé entre ses sentiments naissants pour Marguerite et les volontés de sa défunte épouse. Il aimait Isabelle, l'aimerait toujours, mais il ne pouvait nier que Marguerite avait apporté un bonheur nouveau dans sa vie et celle de son fils. Le lendemain matin, Alexandre observa attentivement l'interaction entre Marguerite et Étienne. L'enfant était radieux, confiant, épanoui. Comment pourrait-on considérer cette influence comme néfaste? Mais le doute s'était immiscé dans son esprit, et il commença à analyser chaque geste, chaque parole de la jeune femme avec une suspicion qui lui faisait horreur. Marguerite remarqua immédiatement ce changement d'attitude. Alexandre était devenu distant, presque froid. Leurs conversations du soir cessèrent brusquement, et il évitait son regard quand ils se croisaient dans les couloirs. Cette transformation inexpliquée la blessa profondément, mais elle n'osa pas l'interroger directement. « Papa, pourquoi tu ne viens plus nous voir le soir ?» demanda Étienne un jour, avec cette franchise brutale des enfants. Alexandre se figea, réalisant que son comportement affectait aussi son fils. « J'ai beaucoup de travail, mon fils, mais Marguerite s'occupe très bien de toi. » Cette réponse évasive ne satisfit pas l'enfant, qui commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. C'est à ce moment que Géraldine décida de frapper le grand coup. Elle avait appris l'existence du testament par Henri, qui avait surpris une conversation téléphonique d'Alexandre avec le notaire. Voyant une opportunité de se débarrasser de Marguerite, elle entreprit de monter un dossier contre la jeune femme. « Monsieur Dubois, dit-elle en frappant à la porte de son bureau un soir, je dois vous parler d'une affaire grave concernant mademoiselle Lemoine. » Alexandre leva les yeux de ses documents, intrigué par le ton solennel de sa gouvernante. « Je vous écoute, Géraldine. »« Monsieur, j'ai des raisons de croire que cette femme cache quelque chose d'important sur son passé. »
J'ai mené quelques vérifications discrètes, et il semblerait qu'elle ait eu des problèmes avec la justice dans sa jeunesse. Géraldine sortit un dossier qu'elle avait soigneusement constitué, mélangeant des demi-vérités et des insinuations malveillantes. Alexandre prit le dossier, son cœur battant. Pouvait-il se tromper à ce point sur Marguerite? Les documents suggéraient qu'elle avait été impliquée dans une affaire de vol dans sa jeunesse, bien que les détails restent flous. « Où avez-vous obtenu ces informations, Géraldine ?» demanda-t-il, soupçonneux. « J'ai mes sources, monsieur. En tant que gouvernante en chef, il est de mon devoir de m'assurer que les personnes qui approchent la famille sont irréprochables. Cette femme pourrait représenter un danger pour le petit Étienne. » Géraldine jouait habilement sur les peurs d'Alexandre, exploitant ses doutes récents. Mais Alexandre était un homme d'affaires aguerri, habitué aux manipulations. Quelque chose dans l'attitude de Géraldine l'alertait. « Géraldine, je vais faire vérifier ces informations par mes propres moyens. En attendant, je vous interdis d'en parler à quiconque. » « Est-ce clair ?» La gouvernante acquiesça, mais son sourire satisfait trahissait sa certitude d'avoir semé le trouble. Cette nuit-là, Alexandre ne put s'empêcher d'observer Marguerite avec un œil nouveau. Était-elle vraiment la femme sincère qu'il croyait connaître, ou cachait-elle un passé trouble? Cette incertitude le rongeait, car malgré tout, ses sentiments pour elle ne cessaient de grandir. Le lendemain, il contacta Jean-Pierre Rousseau, un détective privé qu'il utilisait parfois pour ses affaires. « Jean-Pierre, j'ai besoin que vous meniez une enquête discrète sur une personne. Je veux connaître toute la vérité sur son passé, sans rien omettre. » Il transmit toutes les informations nécessaires sur Marguerite, espérant que cette investigation dissiperait ses doutes. En attendant les résultats, Alexandre tentait de maintenir un semblant de normalité, mais la tension était palpable dans le château. Marguerite sentait ce changement sans en comprendre la cause, et Étienne commençait à s'inquiéter de l'atmosphère tendue qui régnait désormais. 3 jours plus tard, Jean-Pierre rappela Alexandre avec ses conclusions. « Monsieur Dubois, j'ai des nouvelles concernant mademoiselle Lemoine. L'affaire de vol mentionnée dans le dossier que vous m'avez transmis est complètement falsifiée. Cette femme n'a jamais eu le moindre démêlé avec la justice. En revanche, j'ai découvert quelque chose d'autre, quelque chose qui va vous surprendre. » Alexandre sentit son cœur s'emballer. « De quoi s'agit-il » Le détective marqua une pause, comme s'il hésitait à révéler son information. « Monsieur, Marguerite Lemoine est la fille de Louise Moreau, l'ancienne gouvernante de votre épouse quand elle était enfant. Louise était très aimée de la famille de Madame Dubois, mais elle a été licenciée brutalement quand votre belle-mère a découvert qu'elle était enceinte d'un homme marié. » Cette révélation bouleversa Alexandre. « Vous êtes sûr de cette information ?» demanda-t-il, incrédule. « Absolument certain. J'ai retrouvé les documents d'état civil. Louise Moreau est morte dans la misère quand sa fille avait 15 ans. Marguerite ne sait probablement pas que sa mère avait travaillé pour la famille de votre épouse. C'est peut-être le destin qui l'a menée jusqu'à vous. » Alexandre raccrocha, complètement abasourdi. Cette coïncidence était-elle vraiment le fruit du hasard? Isabelle avait-elle su que Marguerite était la fille de Louise? Et si c'était le cas, pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? Tant de questions se bousculaient dans son esprit qu'il en avait le vertige. Il décida de confronter directement Marguerite à cette révélation. Il la trouva dans le salon de musique, aidant Étienne à répéter ses gammes au piano. La scène était d'une tendresse infinie. L'enfant concentré sur ses touches, Marguerite le guidant avec patience et douceur. Voir cette harmonie parfaite renforça sa conviction que cette femme était bien celle qui devait être dans leur vie. « Marguerite, pourriez-vous me rejoindre dans mon bureau quand Étienne aura terminé sa leçon? J'aimerais vous parler de quelque chose d'important. » La jeune femme acquiesça, intriguée par le ton grave d'Alexandre. Depuis quelques jours, elle sentait qu'il se passait quelque chose, mais elle n'osait pas l'interroger. 1 heure plus tard, Marguerite frappa à la porte du bureau. Alexandre l'invita à s'asseoir face à lui, ses mains jointes sur le bureau d'acajou. « Marguerite, que savez-vous de votre mère, Louise Moreau ?» La question la prit complètement au dépourvu. « Ma mère? Mais pourquoi cette question, monsieur Dubois? Répondez-moi, s'il vous plaît, c'est important. » Marguerite prit une profonde inspiration, visiblement émue d'évoquer ce sujet douloureux. « Ma mère était gouvernante dans de grandes familles. Elle m'a eu très jeune d'un homme qui ne l'a jamais reconnue. Elle a travaillé dur pour m'élever seule, mais elle est morte quand j'avais 15 ans. Je ne sais pas grand-chose de ses employeurs, elle en parlait rarement. » Alexandre observait attentivement les réactions de Marguerite. Sa sincérité semblait totale, son émotion authentique. « Marguerite, votre mère a travaillé pour la famille de ma défunte épouse, les Montclair. Elle s'occupait d'Isabelle quand elle était enfant.
Le visage de Marguerite se figea, ses yeux s'écarquillant de surprise. « C'est impossible !» balbutia-t-elle. « Maman ne m'a jamais dit... Enfin, elle parlait parfois d'une petite fille dont elle s'occupait et qu'elle aimait beaucoup, mais je n'ai jamais fait le rapprochement avec... » Sa voix se brisa, submergée par l'émotion de cette révélation. Alexandre se leva et contourna son bureau pour venir s'asseoir près d'elle. « Marguerite, je crois que le destin vous a mené jusqu'à nous. Votre mère aimait Isabelle, et aujourd'hui, vous aimez notre fils. C'est comme si elle continuait à veiller sur notre famille à travers vous. » Ces mots touchèrent profondément la jeune femme, qui laissa couler ses larmes sans retenue. « Monsieur Dubois, Alexandre, » murmura-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Si c'est vraiment le cas, alors je comprends pourquoi je me suis immédiatement attaché à Étienne. Il y avait quelque chose de familier en lui, quelque chose qui me rappelait les histoires que maman me racontait sur sa petite protégée. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Alexandre comprit que ses doutes étaient infondés, que Marguerite était exactement ce qu'elle paraissait être, une femme bonne, sincère, amenée vers eux par un destin bienveillant. Il réalisa aussi que ses sentiments pour elle n'étaient plus de la simple gratitude ou de l'admiration, mais bien de l'amour. « Marguerite, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes, « il y a quelque chose que je dois vous avouer. Ces derniers jours, j'ai été distant parce que j'ai peur de mes propres sentiments. Vous avez apporté tant de bonheur dans nos vies, à Étienne et à moi, que je ne peux plus imaginer notre existence sans vous. » Marguerite sentit son cœur s'emballer. Elle aussi avait développé des sentiments profonds pour cet homme qu'elle avait d'abord craint, puis respecté, puis aimé. « Alexandre, moi aussi j'éprouve des sentiments que je n'osais pas avouer. Mais je suis consciente de la différence entre nos mondes. Je ne veux pas que l'on pense que j'ai des intentions intéressées. Peu m'importe ce que pensent les autres, répondit Alexandre avec passion. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons et le bonheur d'Étienne. Marguerite, accepteriez-vous de m'épouser, de devenir officiellement la mère d'Étienne et de fonder une vraie famille avec nous? Cette demande en mariage bouleversa Marguerite au-delà des mots. C'était tout ce dont elle avait rêvé sans jamais oser l'espérer. Mais soudain, elle se souvint d'une conversation qu'elle avait surprise entre Géraldine et Henri, quelque chose à propos d'un testament et de clauses restrictives. « Alexandre, êtes-vous sûr que c'est possible? Je veux dire légalement, financièrement. Votre épouse n'avait-elle pas pris des dispositions ?» Le visage d'Alexandre s'assombrit. Il avait momentanément oublié la clause du testament d'Isabelle. Il est vrai qu'Isabelle avait prévu certaines dispositions pour protéger l'héritage d'Étienne. Mais peu m'importe de perdre la moitié de ma fortune si c'est le prix à payer pour notre bonheur. J'ai largement de quoi nous assurer une vie confortable, et l'amour vaut tous les sacrifices financiers. Cette déclaration émut profondément Marguerite, mais elle ne pouvait accepter qu'Alexandre fasse un tel sacrifice. « Non, Alexandre, je ne peux pas être la cause d'une telle perte pour Étienne. Cet héritage lui revient de droit, et votre épouse avait ses raisons de prendre ses dispositions. » Elle se leva, déterminée malgré la douleur que lui causait cette décision. « Nous devons trouver une autre solution. » Alexandre admira cette noblesse d'âme qui caractérisait Marguerite. Même dans ce moment crucial, elle pensait d'abord aux intérêts d'Étienne et au respect de la volonté d'Isabelle. « Alors nous attendrons, » dit-il simplement. « Nous attendrons qu'Étienne ait 18 ans. En attendant, nous pouvons vivre notre amour discrètement, être une famille de fait, sinon de droit. » Cette perspective rassura Marguerite, mais elle savait que ce ne serait pas facile. Géraldine et ses alliés ne manqueraient pas de surveiller leurs moindres gestes, prêts à exploiter la moindre faiblesse. Mais l'amour qu'elle ressentait pour Alexandre et Étienne lui donnait la force d'affronter tous les obstacles. Le soir même, ils annoncèrent ensemble à Étienne qu'ils s'aimaient et qu'ils formeraient désormais une vraie famille. L'enfant explosa de joie, sautant dans les bras de Marguerite puis de son père. « Je le savais que vous vous aimiez. Maintenant, j'ai une vraie maman et un papa qui sourient à nouveau. » Ces mots innocents résumaient parfaitement la transformation qui s'était opérée dans leur vie. Mais leur bonheur naissant allait devoir faire face à de nouveaux défis. Car dans l'ombre, des forces malveillantes se préparaient à tout faire pour détruire cette union qui remettait en question l'ordre établi du château. Géraldine, furieuse de voir ses plans échouer, préparait sa contre-attaque. Et à Paris, dans les cercles mondains qu'Alexandre fréquentait autrefois, la nouvelle de sa liaison avec une ancienne femme de ménage commençait à faire scandale. L'histoire de Marguerite et Alexandre ne faisait que commencer, et elle allait les mener à travers des épreuves qui testeraient la solidité de leur amour et leur détermination à protéger le bonheur d'Étienne.
Car dans un monde où les préjugés sociaux et les intérêts financiers dominaient souvent les sentiments, leur histoire d'amour authentique allait devoir prouver qu'elle était plus forte que tous les obstacles. Les semaines qui suivirent cette déclaration d'amour transformèrent complètement l'atmosphère du château de Montclair. Alexandre, Marguerite et Étienne formaient désormais une famille unie, partageant leurs repas, leurs sorties et leurs moments de complicité. Mais cette harmonie nouvelle ne passait pas inaperçue, et les conséquences de leur bonheur allaient bientôt se faire sentir de manière dramatique. Géraldine Moreau, rongée par la jalousie et la rage de voir ses plans échouer, multipliait les manœuvres sournoises pour discréditer Marguerite. Elle avait réussi à convaincre plusieurs domestiques que cette relation était une catastrophe pour la réputation de la famille Dubois. « Imaginez le scandale », murmurait-elle lors des réunions du personnel. « Un homme de cette envergure qui s'affiche avec une ancienne femme de ménage. Les journaux vont s'en donner à cœur joie. » Ces prédictions n'étaient malheureusement pas dénuées de fondement. À Paris, dans les salons huppés du 16e arrondissement, la nouvelle commençait effectivement à faire sensation. Béatrice de Montmorency, une ancienne prétendante d'Alexandre et figure influente de la haute société parisienne, avait appris la nouvelle par son réseau de relations. Cette femme de 40 ans, élégante et impitoyable, avait toujours espéré épouser le veuf milliardaire et considérait cette liaison comme un affront personnel. « Ma chère Célestine », confia-t-elle à sa meilleure amie lors d'un déjeuner au Bristol, « il faut absolument faire quelque chose pour sauver Alexandre de cette mésalliance ridicule. Cet homme a perdu la raison. Compromettre sa réputation et celle de son fils pour une domestique, c'est de la folie pure. » Célestine de Beaumont, journaliste mondaine influente, acquiesça avec un sourire venimeux. « Laisse-moi m'occuper de cette affaire, ma chère. J'ai mes moyens. » Pendant ce temps, au château, Alexandre tentait de protéger sa nouvelle famille de ces rumeurs naissantes. Il avait réduit ses sorties parisiennes au strict minimum, préférant passer ses soirées avec Marguerite et Étienne. Cette nouvelle vie lui apportait un bonheur qu'il n'avait plus connu depuis la mort d'Isabelle, mais il sentait la pression extérieure grandir jour après jour. « Alexandre, » lui dit Marguerite un soir, alors qu'il se promenait dans les jardins du château sous un ciel étoilé, « je sens que notre relation vous cause des ennuis dans votre monde. Si c'est le cas, je préfère partir plutôt que de vous nuire. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Alexandre, qui s'arrêta brusquement pour la prendre dans ses bras. « Marguerite, ne dites jamais cela. Vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Ce monde superficiel et hypocrite ne mérite pas que nous lui sacrifions notre bonheur. » Il la serra contre lui, respirant le parfum délicat de ses cheveux. « Nous surmonterons ces obstacles ensemble, comme une vraie famille. » Mais les événements allaient bientôt prendre une tournure plus grave. Le lundi suivant, Alexandre découvrit dans son courrier une enveloppe sans expéditeur, contenant des photographies de lui, et Marguerite prise à leur insu dans les jardins du château. Les clichés étaient accompagnés d'une lettre anonyme. « Monsieur Dubois, ces images seront publiées dans la presse People si vous ne mettez pas immédiatement fin à cette liaison scandaleuse. Vous avez 1 semaine pour vous séparer de cette femme. » Alexandre sentit la colère monter en lui. Qui osait le menacer ainsi? Et surtout, comment ces photographies avaient-elles été prises? Cela signifiait que quelqu'un s'introduisait sur sa propriété ou, pire encore, que le traître se trouvait parmi ses propres employés. Il convoqua immédiatement Henri, son majordome de confiance. « Henri, je veux que vous fassiez discrètement le tour de tous les employés. Quelqu'un nous espionne et fait chanter la famille. Cette personne sera immédiatement licenciée et poursuivie en justice. » Le majordome, homme loyal et discret, acquiesça gravement. « Monsieur, je dois vous avouer que l'atmosphère parmi le personnel est tendue depuis quelque temps. Certaines personnes alimentent les ragots et créent des divisions. »« Qui précisément ?» demanda Alexandre, bien qu'il soupçonnât déjà la réponse. Henri hésita, tiraillé entre sa loyauté envers son employeur et sa réticence à dénoncer une collègue. « Monsieur, je préfère mener ma petite enquête avant de porter des accusations. Mais soyez assuré que je découvrirai la vérité. » Pendant qu'Henri menait son investigation, Alexandre décida de prendre les devants. Il contacta son service de sécurité privée pour faire installer un système de surveillance discret autour du château. Si quelqu'un tentait de nouvelles intrusions, il serait immédiatement identifié. Il engagea également les services de Marc Dubois, un expert en sécurité informatique, pour vérifier si leur communication était interceptée. Marguerite, de son côté, ressentait de plus en plus la hostilité de certains membres du personnel. Les regards fuyants, les conversations qui s'arrêtaient à son passage, les sourires forcés, tout cela créait une atmosphère pesante qui l'affectait profondément.
Elle qui avait toujours été appréciée pour sa gentillesse et son travail, se retrouvait isolée dans sa propre maison. Un après-midi, alors qu'elle aidait Étienne avec ses devoirs dans la bibliothèque, l'enfant lui posa une question qui révélait sa perspicacité précoce. « Marguerite, pourquoi est-ce que certaines personnes ne nous aiment pas quand nous sommes heureux? Géraldine fait toujours une drôle de tête quand elle nous voit ensemble, papa et toi. » Marguerite sentit son cœur se serrer. Comment expliquer à un enfant de 8 ans la méchanceté gratuite des adultes? Mon petit Étienne, parfois les grandes personnes ont du mal à accepter les changements. Géraldine travaille d'ici depuis très longtemps et notre arrivée a bouleversé ses habitudes. Mais ce qui compte, c'est l'amour que nous partageons tous les trois. Cette explication sembla satisfaire l'enfant. Mais Marguerite se demandait combien de temps ils pourraient préserver son innocence face aux machinations qui se tramaient autour d'eux. Elle prit la décision de parler à Alexandre de ses inquiétudes, car elle sentait que la situation était en train de dégénérer. Le soir même, quand Étienne fut couché, elle rejoignit Alexandre dans son bureau. Il était au téléphone, parlant d'une voix tendue avec ce qui semblait être son avocat. « Maître, je vous assure que ces menaces ne resteront pas sans réponse. Trouvez-moi le responsable de ce chantage et nous le poursuivrons pour harcèlement et atteinte à la vie privée. » Quand il raccrocha, Marguerite vit à quel point cette situation l'affectait. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés révélèrent des nuits d'insomnie. « Alexandre, que se passe-t-il? Je sens que vous me cachez quelque chose de grave. » Il hésita un instant, puis décida de tout lui révéler. Elle avait le droit de savoir à quoi ils s'exposaient tous. « Marguerite, nous sommes victimes d'un chantage. Quelqu'un a pris des photos de nous à notre insu et menace de les publier si nous ne nous séparons pas. » Il lui montra les clichés et Marguerite blêmit en découvrant ces images intimes volées. Qui peut faire une chose pareille? Et pourquoi tant de haine? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Henri mène une enquête discrète parmi le personnel et j'ai fait installer un système de sécurité renforcé. Alexandre prit les mains de Marguerite dans les siennes. Mais je veux que vous sachiez une chose. Quoi qu'il arrive, je ne céderai jamais à ces menaces. Notre amour n'est pas négociable. Cette déclaration émut profondément Marguerite, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Étienne. Alexandre, et si ces photos étaient publiées, Étienne pourrait être harcelé à l'école, sa scolarité perturbée. Je ne me le pardonnerai jamais si notre relation lui causait du tort. Nous protégerons Étienne, je vous le promets, et nous découvrirons qui est derrière tout cela. Alexandre était déterminé, mais intérieurement, il bouillait de rage à l'idée que des personnes malveillantes puissent s'attaquer à sa famille. Le lendemain matin, Henri frappa à la porte du bureau d'Alexandre avec des nouvelles importantes. « Monsieur, j'ai découvert quelque chose de troublant. Hier soir, j'ai surpris Géraldine au téléphone dans l'office. Elle parlait de photos et mentionnait une certaine Madame de Montmorency. Quand elle m'a vu, elle a raccroché précipitamment. Alexandre sentit les pièces du puzzle se mettre en place. Béatrice de Montmorency. Cette femme qu'il avait poursuivie de ses assiduités pendant des mois après la mort d'Isabelle. Il n'était pas difficile d'imaginer qu'elle puisse orchestrer ce chantage par dépit amoureux. « Henri, avez-vous d'autres preuves contre Géraldine ?»« Monsieur, ce matin j'ai fouillé discrètement sa chambre pendant qu'elle était aux cuisines. J'y ai trouvé ceci. » Henri sortit de sa poche un téléphone portable dernier cri, bien trop coûteux pour le salaire d'une gouvernante. Elle l'avait caché sous son matelas. Il contient des messages échangés avec Madame de Montmorency, ainsi que d'autres photos de vous et Mademoiselle Lemoine. Alexandre examina le téléphone, et ce qu'il découvrit dépassa ses pires craintes. Non seulement Géraldine espionnait sa vie privée depuis des semaines, mais elle avait aussi établi un véritable réseau de surveillance impliquant plusieurs domestiques. Les messages révélaient un plan minutieusement orchestré pour détruire sa relation avec Marguerite. « Convoquez immédiatement Géraldine dans mon bureau », ordonna Alexandre d'une voix glaciale, « et prévenez également le commissaire Moreau. Cette femme va répondre de ses actes devant la justice. » Henri acquiesça et s'empressa d'exécuter les ordres de son maître. 20 minutes plus tard, Géraldine entrait dans le bureau, affichant son habituel air suffisant. Mais son expression changea radicalement quand elle vit son téléphone portable posé sur le bureau d'Alexandre. « Monsieur Dubois, je peux vous expliquer, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Il n'y a rien à expliquer, Géraldine. Vos messages parlent d'eux-mêmes. » Alexandre se leva, sa stature imposante dominant la femme qui reculait instinctivement. « 20 ans de service dans cette maison, et vous me trahissez pour de l'argent. Car j'imagine que Madame de Montmorency vous rémunère grassement pour vos services d'espionne. » Géraldine tenta une dernière fois de se défendre, mais sa voix manquait de conviction. « Monsieur,
Cette femme va ruiner la réputation de votre famille. Je ne faisais que protéger vos intérêts. » Ces arguments sonnaient creux, même à ses propres oreilles. « Mes intérêts ?» Alexandre éclata d'un rire amer. « Mes intérêts? C'est le bonheur de mon fils et le mien, pas les convenances hypocrites de la haute société parisienne. » Il se dirigea vers la fenêtre, tentant de maîtriser sa colère. « Vous avez trahi la confiance que je plaçais en vous, violé notre intimité familiale et tenté de détruire le bonheur d'un enfant de 8 ans. C'est impardonnable. » À ce moment, le commissaire Moreau arriva au château, accompagné de 2 gendarmes. Géraldine comprit que sa situation était désespérée. « Monsieur le commissaire, dit Alexandre, cette femme a organisé un chantage contre ma famille en collaboration avec des complices extérieurs. Voici les preuves de ces méfaits. » L'arrestation de Géraldine créa un véritable séisme parmi le personnel du château. Certains domestiques, qui avaient été influencés par ces manipulations, réalisèrent qu'ils avaient été bernés. D'autres, qui avaient toujours douté de ses motivations, se sentirent soulagés que la vérité éclate enfin. Marguerite assista à la scène depuis la fenêtre du salon. Étienne blottit contre elle. L'enfant ne comprenait pas entièrement ce qui se passait, mais il sentait que c'était important. « Marguerite, est-ce que Géraldine va revenir ?» demanda-t-il innocemment. « Non, mon chéri, elle ne reviendra plus. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes en sécurité maintenant. » Avec l'arrestation de Géraldine, une partie du problème était résolue. Mais Alexandre savait que Béatrice de Montmorency ne renoncerait pas si facilement. Cette femme avait les moyens et les relations nécessaires pour continuer à leur nuire. Il décida de prendre les devants et de l'affronter directement. Le lendemain, Alexandre se rendit à Paris pour un face-à-face avec son ancienne prétendante. Il la trouva dans son salon de l'avenue Foch, élégamment vêtue mais le visage durci par l'amertume. « Béatrice, nous devons parler !» annonça-t-il en entrant sans préambule. « Alexandre, mon cher, quelle surprise !» Elle tentait de jouer la comédie de l'innocence, mais ses yeux trahissaient sa nervosité. « À quoi dois-je le plaisir de cette visite impromptue ?» Alexandre s'assit face à elle, son regard glacial. « Arrêtez cette mascarade, Béatrice. Je sais que vous êtes derrière le chantage dont ma famille est victime. » Le masque de Béatrice tomba instantanément. « Et alors, vous croyez que je vais laisser passer cette humiliation en silence? Vous, un homme de votre rang, qui vous abaissez avec une domestique. » Sa voix montait dans les aigus, révélant sa rage contenue. « C'est un scandale qui éclabousse toute notre société. » « Notre société !» Alexandre se leva, dominant de sa hauteur cette femme qu'il avait autrefois respectée. « Vous parlez d'une société qui juge les gens sur leur origine plutôt que sur leurs valeurs? D'un monde où l'hypocrisie et les convenances passent avant l'amour et le bonheur? Si c'est cela votre société, Béatrice, alors je n'en veux plus. » Cette déclaration gifla Béatrice comme une insulte personnelle. « Vous regretterez ces paroles, Alexandre. J'ai les moyens de vous détruire socialement et financièrement. Mes relations dans la presse, mes amis influents, ils vont faire de votre vie un enfer. » Sa menace était claire, mais Alexandre ne s'y pas. « Faites donc, Béatrice. Mais sachez que j'ai transmis toutes les preuves de votre chantage au procureur de la République. Harcèlement, atteinte à la vie privée, tentative d'extorsion, vous risquez gros. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Et si jamais vous tentez de nuire à ma famille, je ferai en sorte que votre propre réputation soit détruite. J'ai les moyens de révéler certains aspects de votre passé que vous préféreriez garder secrets. » Cette contre-menace fit blêmir Béatrice. Elle savait qu'Alexandre avait les ressources nécessaires pour fouiller dans son passé et y trouver des éléments compromettants. Son mariage avec le défunt comte de Montmorency n'avait pas été exempt de zones d'ombre, et elle ne pouvait se permettre que certaines informations remontent à la surface. De retour au château, Alexandre retrouva Marguerite et Étienne dans le jardin d'hiver. Ils lisaient ensemble un livre de contes, et cette scène de bonheur simple effaça immédiatement les tensions de sa confrontation parisienne. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda Marguerite en levant les yeux vers lui. « Les choses s'arrangent, » répondit-il en s'asseyant près d'eux. « Les personnes qui nous voulèrent du mal ont compris qu'elles avaient intérêt à nous laisser tranquilles. » Il ne voulait pas entrer dans les détails devant Étienne, mais son ton rassurant dissipa les inquiétudes de Marguerite. Les semaines qui suivirent furent plus paisibles. Avec Géraldine écartée et Béatrice neutralisée, l'atmosphère du château redevint sereine. Le personnel, libéré de l'influence toxique de l'ancienne gouvernante, retrouva son harmonie habituelle. Marguerite put enfin se sentir pleinement acceptée dans sa nouvelle position. Alexandre en profita pour réorganiser complètement la gestion du château.
Il améliora les conditions de logement et de travail de tous les employés, augmenta leur salaire et instaura un climat de respect mutuel. Ces mesures furent accueillies avec reconnaissance et renforcèrent la loyauté du personnel envers la famille. « Vous savez, dit Henri à Alexandre lors de leur réunion hebdomadaire, depuis que mademoiselle Lemoine fait partie de la famille, l'ambiance générale s'est considérablement améliorée. Elle a ce don naturel pour créer de l'harmonie autour d'elle. » Alexandre sourit, sachant que le majordome avait raison. Marguerite avait non seulement transformé sa vie et celle d'Étienne, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de l'histoire? Êtes-vous surpris par les révélations sur Géraldine et Béatrice? Laissez-nous votre avis en commentaire. Cependant, leurs épreuves n'étaient pas terminées. Un matin de février, Alexandre reçut un appel qui allait encore bouleverser leur existence. C'était Maître Fontaine, le notaire, qui avait une nouvelle importante à lui communiquer. « Monsieur Dubois, j'ai reçu une visite très inattendue hier. Une femme prétendant être la sœur de feu votre épouse Isabelle. » Alexandre sentit son sang se glacer. « C'est impossible, maître. Isabelle était fille unique. Elle me l'avait toujours dit. » Le notaire toussota, visiblement embarrassé. « C'est ce que nous pensions tous, monsieur. Mais cette dame possède des documents troublants. Un acte de naissance indiquant qu'elle et Isabelle avaient la même mère, mais des pères différents. Elle affirme avoir été adoptée à la naissance et avoir passé sa vie à rechercher sa famille biologique. Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de tonnerre. Si cette femme disait la vérité, cela remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la famille d'Isabelle. « Comment s'appelle-t-elle et que veut-elle exactement ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. « Elle se nomme Catherine Moreau, et elle revendique une partie de l'héritage de votre épouse. Selon elle, le testament d'Isabelle est invalide car elle n'avait pas connaissance de l'existence de cette sœur au moment de sa rédaction. » Maître Fontaine marqua une pause. « Monsieur, si ces prétentions s'avéraient fondées, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'héritage d'Étienne. » Alexandre raccrocha, complètement abasourdi. Moreau, ce nom résonnait étrangement dans son esprit. Il se souvint soudain que c'était aussi le nom de famille de la mère de Marguerite. Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il un lien entre cette mystérieuse Catherine et la femme qu'il aimait? Il décida d'en parler immédiatement à Marguerite. Il la trouva dans la nursery qu'elle avait aménagée pour les futures activités créatives d'Étienne. « Marguerite, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Une femme nommée Catherine Moreau prétend être la sœur d'Isabelle. Ce nom vous dit-il quelque chose ?» Le visage de Marguerite se figea. « Catherine Moreau. C'est le nom de ma tante. Ma mère parlait parfois d'une sœur aînée qui avait été adoptée avant sa naissance, mais maman n'a jamais réussi à la retrouver. » Elle s'assit lentement, réalisant les implications de cette révélation. « Alexandre, vous pensez que cette femme pourrait être votre tante et donc la sœur d'Isabelle par alliance. Mais comment est-ce possible? Votre mère s'appelait Louise Moreau. Elle a travaillé pour les parents d'Isabelle. » Alexandre tentait de reconstituer ce puzzle familial complexe. « Attendez, si Catherine est la sœur de votre mère Louise, et si Louise a travaillé pour la famille Moncler. » Marguerite compléta sa pensée. « Alors Catherine a peut-être découvert ce lien en recherchant sa famille biologique. Et si elle a appris que Louise avait travaillé chez les Moncler, sa voix se brisa quand elle réalisa l'énormité de la situation. Alexandre, cette femme va peut-être découvrir qui je suis. Et si elle a des intentions malveillantes, cette nouvelle complication terrifia Alexandre. Si Catherine Moreau avait des visées sur l'héritage d'Isabelle, découvrir que Marguerite était sa nièce pourrait l'encourager à l'utiliser dans ses manœuvres. Marguerite, nous devons rencontrer cette femme et comprendre ses véritables intentions, mais nous devons aussi nous préparer au pire. Le lendemain, Alexandre se rendit chez Maître Fontaine pour rencontrer Catherine Moreau. C'était une femme de 50 ans, élégante, mais avec un regard dur qui trahissait une vie difficile. Dès qu'elle vit Alexandre, elle attaqua. « Monsieur Dubois, j'espère que vous comprenez la gravité de la situation. Je suis la demi-sœur légitime d'Isabelle Moncler et j'ai des droits sur son héritage. » Alexandre l'observa attentivement. Il y avait effectivement une ressemblance physique avec Isabelle, particulièrement dans la forme des yeux et l'arc des sourcils. « Madame Moreau, si vos prétentions sont exactes, nous devrons effectivement revoir la succession, mais j'aimerais d'abord comprendre pourquoi vous n'êtes apparue qu'aujourd'hui. » Catherine sortit un dossier volumineux contenant des documents d'état civil, des lettres et des photographies. « J'ai passé 30 ans à rechercher ma famille biologique. J'ai été adoptée par une famille qui ne m'a jamais dit la vérité sur mes origines.
Ce n'est qu'après la mort de mes parents adoptifs que j'ai pu accéder à mon dossier d'adoption. Elle montre à Alexandre une photographie jaunie représentant 2 fillettes qui se ressemblaient étonnamment. Voici la seule photo que j'ai de ma mère biologique, avec ma sœur Isabelle. Elles avaient respectivement 3 et 5 ans. Alexandre examina le cliché et son cœur se serra en reconnaissant indéniablement les traits de sa défunte épouse. « Supposons que vos documents soient authentiques, » dit Alexandre prudemment. « Que demandez-vous exactement » Catherine sourit, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. « Je veux ma part légitime de l'héritage Montclair. La moitié de ce que possédait Isabelle me revient de droit. Cette revendication était énorme. Si elle était fondée légalement, Catherine pouvait prétendre à la moitié des biens qu'Isabelle avait légués à Étienne, soit plusieurs dizaines de millions d'euros. Madame Moreau, ces questions d'héritage sont complexes. Il faudra du temps pour vérifier l'authenticité de vos documents et déterminer vos droits réels. J'ai tout mon temps, répondit Catherine avec assurance. Et j'ai d'excellents avocats. En attendant, j'aimerais rencontrer mon neveu Étienne. Après tout, je suis sa tante. Cette demande alarma Alexandre. Il ne voulait pas qu'Étienne soit mêlé à cette affaire avant d'avoir éclairci les intentions réelles de cette femme. « Nous verrons cela plus tard », éluda-t-il. « Pour l'instant, concentrons-nous sur l'aspect juridique. » Mais Catherine ne l'entendait pas de cette oreille. « Monsieur Dubois, j'espère que vous ne comptez pas m'empêcher de connaître ma famille. Ce serait très mal vu par mes avocats. » De retour au château, Alexandre était profondément troublé. Cette femme semblait déterminée et bien préparée. Pire encore, si elle découvrait le lien entre Marguerite et la famille Moreau, elle pourrait tenter de l'utiliser contre lui. Il décida de confier ses inquiétudes à Marguerite. « Alexandre, je pense que nous devons lui dire la vérité sur mes origines », déclara Marguerite après avoir écouté le récit de cette rencontre. « Si elle découvre notre lien par d'autres moyens, elle pourra prétendre que nous lui avons menti. Mieux vaut être transparent dès le départ. » Cette proposition inquiéta Alexandre. « Marguerite, si cette femme apprend que vous êtes sa nièce, elle pourrait essayer de vous manipuler ou de dresser Étienne contre moi. Nous ne connaissons pas ses véritables motivations. » Mais Marguerite était déterminée. « Alexandre, j'ai toujours rêvé de retrouver ma famille. Si cette femme est vraiment ma tante, je veux la connaître, quelles que soient les conséquences. » Finalement, ils décidèrent d'organiser une rencontre au château. Catherine Moreau accepta l'invitation avec empressement, probablement heureuse d'avoir l'occasion d'évaluer la richesse des lieux et de rencontrer Étienne. Marguerite était nerveuse à l'idée de cette confrontation, mais aussi excitée de peut-être retrouver un membre de sa famille. Le jour J, Catherine arriva au château dans une voiture de luxe, visiblement impressionnée par la magnificence des lieux. Alexandre et Marguerite l'accueillirent dans le grand salon, Étienne ayant été confié à Henri pour éviter qu'il assiste à cette première rencontre délicate. « Madame Moreau, » commença Alexandre, « avant de poursuivre nos discussions, nous avons quelque chose d'important à vous révéler. Marguerite que voici est la fille de Louise Moreau. Si vos affirmations concernant votre parenté avec Isabelle sont exactes, cela ferait de Marguerite votre nièce. » Catherine se figea, observant attentivement Marguerite pour la première fois. Soudain, son visage s'illumina d'une reconnaissance émue. « Mon Dieu, Louise, tu ressembles tellement à ta mère. » Elle se leva précipitamment pour prendre Marguerite dans ses bras. « Ma petite Louise me parlait toujours de sa fille. J'ai si souvent pensé à toi. » Cette démonstration d'affection surprit Marguerite, qui se laissa étreindre par cette femme qu'elle rencontrait pour la première fois. « Tante Catherine, maman parlait parfois de vous. Elle disait que vous étiez courageuse et déterminée. » Les larmes montaient aux yeux des deux femmes, émues de ces retrouvailles inattendues. Mais Alexandre restait sur ses gardes. Cette réaction pouvait être sincère ou parfaitement orchestrée. Catherine était visiblement une femme intelligente et calculatrice, capable de jouer la comédie si cela servait ses intérêts. « Madame Moreau, pourriez-vous nous parler de votre relation avec Louise ?» Catherine s'assit près de Marguerite, gardant sa main dans la sienne. « Louise était ma demi-sœur cadette. Nous avions la même mère mais des pères différents. Quand j'ai été adopté, j'avais 6 ans et Louise 3. Notre mère ne pouvait plus subvenir à nos besoins après la mort de mon père. » Son récit semblait sincère, ponctué de détails personnels que seule une vraie sœur pourrait connaître. « Après mon adoption, j'ai perdu tout contact avec Louise. Mes parents adoptifs m'avaient interdit de chercher à la revoir. Ce n'est qu'à leur mort que j'ai pu commencer mes recherches. Malheureusement, quand j'ai retrouvé sa trace, Louise était déjà décédée. » Catherine essuya une larme. « J'ai appris qu'elle avait eu une fille, mais je n'arrivais pas à te localiser, Marguerite. » Marguerite était bouleversée par ces révélations. «
Enfin, elle avait des réponses sur les origines de sa famille. Tante Catherine, maman m'a dit que notre grand-mère travaillait comme gouvernante. Est-ce que c'est par ce biais que vous avez découvert le lien avec Isabelle? Exactement, confirma Catherine. En fouillant les archives familiales, j'ai découvert que Louise avait travaillé pour la famille Monclerc. C'est en approfondissant mes recherches que j'ai réalisé qu'Isabelle Monclerc était en fait ma demi-sœur. Nos mères étaient sœurs, ce qui faisait de nous des cousines. Mais plus important encore, j'ai découvert que nos mères avaient été séparées dans leur enfance suite à un scandale familial. Cette révélation intrigua Alexandre. Quel genre de scandale? Catherine hésita, comme si elle révélait un secret de famille longtemps gardé. Notre grand-père maternel était un homme riche mais impitoyable. Quand sa fille aînée, la mère d'Isabelle, est tombée enceinte d'un homme qu'il désapprouvait, il l'a chassée de la maison. La mère d'Isabelle s'est retrouvée seule et démunie. « Et votre mère ?» demanda Marguerite, suspendue aux lèvres de sa tante. « Ma mère était la fille cadette. Elle a été contrainte de travailler comme domestique pour survivre après le déshonneur qui s'était abattu sur la famille. C'est comme cela qu'elle a rencontré mon père, puis le père de Louise après la mort du premier. Cette histoire familiale complexe éclairait sous un nouveau jour les liens entre toutes ces personnes. Alexandre commençait à comprendre les implications de ces révélations. Si Catherine était effectivement la demi-sœur d'Isabelle, ses revendications sur l'héritage pouvaient être légitimes. « Tante Catherine, dit Marguerite avec espoir, maintenant que nous nous sommes retrouvés, peut-être pourrions-nous nous concentrer sur nos liens familiaux plutôt que sur les questions d'héritage ?» Mais Catherine secoua la tête avec détermination. « Ma chère Marguerite, j'aimerais que ce soit si simple, mais j'ai passé 50 ans dans la pauvreté alors qu'Isabelle vivait dans le luxe. J'ai le droit de récupérer ce qui m'appartient. » Son ton était devenu plus dur, révélant que l'argent restait sa préoccupation principale. Alexandre sentit que la situation allait se compliquer. « Madame Moreau, la question de l'héritage doit être traitée par les tribunaux. En attendant, accepteriez-vous de faire connaissance avec Étienne? Il aimerait sûrement rencontrer sa tante. » Cette proposition était un test pour évaluer les véritables motivations de Catherine. « Bien sûr, j'ai hâte de connaître mon neveu. » Catherine semblait sincèrement heureuse à cette perspective. Quand Étienne fut présenté, l'enfant se montra curieux, mais prudent. Il avait hérité de l'intuition de son père pour juger les gens. « Bonjour, tante Catherine, dit-il poliment. Papa m'a dit que vous étiez la sœur de maman. » Catherine s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Oui, mon petit Étienne, ta maman et moi étions de la même famille. J'aurais tant aimé la connaître. » L'émotion dans sa voix semblait authentique. Étienne observa cette femme avec attention. « Est-ce que vous allez rester longtemps avec nous? Marguerite dit qu'il est important d'avoir de la famille. » Cette question innocente toucha Catherine, qui réalisa peut-être pour la première fois que ses actions pouvaient affecter cet enfant adorable. « Je ne sais pas encore, mon chéri. Cela dépend de beaucoup de choses. » Sa réponse était évasive, mais Alexandre nota qu'elle semblait troublée par la pureté de l'enfant. Peut-être y avait-il encore une chance de résoudre cette situation à l'amiable? Les jours suivants, Catherine resta au château en tant qu'invitée. Alexandre voulait l'observer pour mieux comprendre ses intentions. Il remarqua qu'elle était véritablement attachée à Marguerite et qu'elle appréciait Étienne. Mais dès qu'il était question d'argent ou d'héritage, son attitude se durcissait. Un soir, alors qu'Alexandre et Marguerite se promenaient dans les jardins, ils aperçurent Catherine au téléphone près de la roseraie. Sa conversation semblait animée, et ils entendirent des bribes inquiétantes. « Oui, je suis bien dans le château. L'enfant est adorable, mais ce n'est pas le problème. Il faut faire pression sur Dubois. Non, Marguerite ne posera pas de problème. Elle m'aime bien. » Alexandre et Marguerite échangèrent un regard alarmé. Catherine était-elle en train de comploter avec des complices? Ils décidèrent de tendre une oreille plus attentive sans se faire remarquer. Le testament peut être contesté, j'en suis sûr. Mes avocats sont formels. Si nécessaire, nous utiliserons Marguerite. Elle ne se doute de rien. Cette conversation confirma les pires craintes d'Alexandre. Catherine comptait utiliser sa relation avec Marguerite pour renforcer ses revendications. Elle n'était pas seulement intéressée par l'argent, elle était prête à manipuler sa propre nièce pour arriver à ses fins. « Marguerite, » murmura Alexandre, « nous devons être très prudents. Votre tante n'est pas celle qu'elle prétend être. » Marguerite hocha tristement la tête. Elle avait voulu croire en ses retrouvailles familiales, mais la réalité était bien différente. Le lendemain matin, Catherine annonça qu'elle devait retourner à Paris pour rencontrer ses avocats. « Marguerite, ma chérie,
J'aimerais que tu viennes avec moi. Il serait bon que mes conseils juridiques te rencontrent. Après tout, tu es concerné par cette affaire d'héritage. » Cette invitation confirma les soupçons d'Alexandre. « Tante Catherine, je préfère rester ici avec Alexandre et Étienne. Cette histoire d'héritage ne me concerne pas directement. » Marguerite avait appris à se méfier des motivations de sa tante. Catherine insista, mais Marguerite resta ferme dans sa décision. « Très bien, » dit Catherine avec une pointe d'agacement, « mais sache que tes intérêts sont liés aux miens. Si je récupère ma part d'héritage, tu en bénéficieras aussi. » Cet argument ne convainquit pas Marguerite, qui avait déjà tout ce qu'elle désirait, l'amour d'Alexandre et d'Étienne. Après le départ de Catherine, Alexandre convoqua une réunion d'urgence avec ses avocats. « Maître, nous devons nous préparer à une bataille juridique difficile. Cette femme a des documents troublants et semble déterminée à obtenir une part importante de l'héritage d'Isabelle. » Maître Fontaine examina attentivement les copies des documents fournis par Catherine. « Monsieur Dubois, ces papiers semblent authentiques à première vue. Si Madame Moreau est effectivement la demi-sœur d'Isabelle, elle pourrait avoir des droits sur la succession. Cependant, le fait qu'elle se manifeste si tardivement joue en notre faveur. Que pouvons-nous faire pour protéger les intérêts d'Étienne ?» demanda Alexandre, préoccupé par l'avenir de son fils. « Nous devons faire expertiser tous ces documents, vérifier l'authenticité de chaque pièce. Nous devons aussi prouver qu'Isabelle ignorait l'existence de cette sœur lors de la rédaction de son testament. » Les semaines qui suivirent furent tendues. Les avocats de Catherine engagèrent une procédure de contestation du testament d'Isabelle, réclamant la moitié de ses biens. Les médias commencèrent à s'intéresser à cette affaire qui mêlait fortune, secrets de famille et héritage contesté. Marguerite souffrait de voir sa famille déchirée par ces questions d'argent. Elle avait espéré que retrouver sa tante apporterait de la joie dans sa vie, mais cette femme ne semblait intéressée que par l'aspect financier de leur retrouvailles. Un matin, Étienne posa à Marguerite une question qui la bouleversa. « Marguerite, est-ce que tante Catherine va nous prendre notre maison ?» L'innocence de l'enfant rendait la situation encore plus douloureuse. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que les adultes peuvent être cupides au point de détruire une famille ? « Non, mon chéri, » répondit Marguerite en le serrant dans ses bras. « Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble, papa, toi et moi. C'est cela, notre vraie famille. » Cette promesse réconforta l'enfant, mais Marguerite priait pour pouvoir la tenir. Alexandre, de son côté, mobilisait toutes ses ressources pour contrer les manœuvres de Catherine. Il engagea les meilleurs détectives privés pour enquêter sur le passé de cette femme et découvrir d'éventuelles zones d'ombre dans son histoire. Les investigations révélèrent des informations troublantes. Catherine Moreau avait déjà été impliquée dans 2 affaires d'héritage contestées par le passé. Elle semblait spécialisée dans la recherche d'héritages oubliés et la manipulation de situations familiales complexes. Cette découverte changeait complètement la donne. « Maître Fontaine, » annonça Alexandre lors de leur réunion suivante, « nous avons découvert que Catherine Moreau est une professionnelle de la contestation d'héritage. Elle a déjà fait cela avec d'autres familles. Cela remet en question l'authenticité de ses prétentions. » Le notaire examina les rapports d'enquête avec attention. « Monsieur Dubois, ces informations sont cruciales. Si nous pouvons prouver que Madame Moreau a falsifié certains documents ou manipulé des preuves, nous pourrons faire annuler sa demande. De plus, cela pourrait l'exposer à des poursuites pénales. » Cette perspective redonna espoir à Alexandre, mais Catherine n'était pas femme à se laisser faire sans réagir. Apprenant que ses antécédents avaient été découverts, elle décida de jouer sa dernière carte, faire pression sur Marguerite en révélant publiquement leur lien de parenté et en prétendant que la jeune femme la soutenait dans ses démarches. Un matin, Marguerite découvrit sa photo en première page d'un journal People parisien avec le titre « La nièce de la mystérieuse héritière soutient les revendications de sa tante ». L'article prétendait que Marguerite validait les affirmations de Catherine et réclamait elle aussi sa part d'héritage. Cette manipulation révolta Marguerite. Catherine utilisait leur lien familial pour donner de la crédibilité à ses mensonges. « Alexandre, il faut que je dise publiquement la vérité. Je ne peux pas laisser cette femme salir ma réputation et mentir en mon nom. » Alexandre approuva cette décision. Il était temps de contre-attaquer. Marguerite organisa une conférence de presse au château pour rétablir la vérité. Devant les journalistes, elle déclara avec fermeté « Je tiens à préciser que je ne soutiens aucunement les revendications de Madame Catherine Moreau. Bien qu'elle soit effectivement ma tante, ses méthodes et ses motivations ne correspondent pas à mes valeurs.
Ma famille, c'est Alexandre et Étienne Dubois, et je défendrai leurs intérêts contre toute tentative de manipulation. Cette déclaration publique eut un impact considérable. Catherine perdit sa principale alliée supposée, et l'opinion publique commença à s'interroger sur ses véritables motivations. Les révélations sur ses antécédents de contestataire d'héritage professionnel achevèrent de la discréditer. Finalement, face à l'accumulation de preuves contre elle et à l'opposition de sa propre nièce, Catherine dut abandonner ses prétentions. Ses avocats conseillèrent de retirer la plainte pour éviter des poursuites judiciaires. Elle quitta la France discrètement, non sans avoir tenté une dernière fois de réconcilier avec Marguerite. « Ma chère Marguerite, » lui dit-elle lors de leur dernière rencontre, « j'espère qu'un jour tu comprendras que j'ai juste voulu récupérer ce qui me revenait de droit. » Marguerite la regarda avec tristesse. « Tante Catherine, ce qui vous revenait de droit, c'était l'amour d'une famille. Mais vous avez préféré l'argent. » Cette épreuve renforça encore les liens entre Alexandre, Marguerite et Étienne. Ils avaient traversé ensemble une tempête qui aurait pu les détruire, mais leur amour était sorti grandi de cette épreuve. Marguerite réalisa que sa vraie famille n'était pas celle du sang, mais celle du cœur. « Alexandre, » lui dit-elle un soir en regardant les étoiles depuis la terrasse du château, « je sais maintenant que notre histoire d'amour était vraiment écrite dans les étoiles. Malgré tous les obstacles, tous les ennemis, tous les secrets, nous voilà plus unis que jamais. » Alexandre la prit dans ses bras, son cœur débordant d'amour et de reconnaissance. Quelques mois plus tard, quand Étienne eut 9 ans, ils organisèrent une grande fête au château pour célébrer leur bonheur retrouvé. Tous les employés participèrent à cette joie collective, heureux de voir leur maître enfin apaisé. Henri, le fidèle majordome, porta un toast émouvant. « À cette famille qui nous a montré que l'amour véritable triomphe toujours de l'adversité. » Et ainsi, dans ce château de Montclair, où tant de drames s'étaient joués, l'amour avait finalement trouvé sa place. Alexandre avait découvert qu'un cœur brisé pouvait se reconstruire, Marguerite avait trouvé sa place dans un monde qui lui était étranger, et Étienne avait retrouvé le bonheur d'une famille unie. L'histoire de cette famille recomposée allait-elle enfin connaître un dénouement heureux? Que pensez-vous de cette bataille juridique et émotionnelle? Croyez-vous que l'amour peut vraiment triompher de tous les obstacles? Partagez vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si cette histoire vous a touché, car leur histoire n'était pas terminée. Le meilleur restait encore à venir, et Alexandre avait un projet secret qui allait couronner leur amour d'une manière que personne n'aurait pu imaginer.